Donc, j'avais plein de bonnes intentions quand j'ai préparé cette petite présentation. Puis là, avoir vu la qualité de la formation des administrateurs qui s'est donnée aujourd'hui, je me dis, il y en a peut-être pour certains que ça va paraître j'allais dire de bas niveau, mais ça va être de base, qu'est-ce que je vais présenter. Mais je veux, l'expérience que j'ai prise, je vais me présenter avant, Annie, tu as raison. Donc, tu es là. Francis Ménard, je suis directeur général à la Fédération de natation, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Tu vois, je m'en souvenir toute ma vie, présenté au début. C'est bon. Donc, c'est ça, j'avais plein de bonnes intentions quand j'ai préparé cette présentation-là, parce que au courant de la dernière année, on a parlé avec beaucoup de conseils d'administration, puis le niveau entre les conseils d'administration, puis tu sais, je ne vise pas des individus, là, mais les niveaux est variable, je pense, entre la qualité de nos conseils d'administration de club, ce qui affecte, on en a parlé ce matin, la relation, la rétention des entraîneurs-chefs beaucoup, parce que c'est avec eux que vous avez une relation plus étroite. Et si on veut atteindre les objectifs qu'on s'est fixés comme sport, comme fédération, pour améliorer notre niveau de performance, mais il faut penser aussi à nos conseils d'administration, puis d'améliorer la qualité puis la performance de nos conseils d'administration. Fait que c'était ça l'objectif de faire une formation sur qu'est-ce qu'être administrateur. Donc, c'est ce qui a été présenté plus tôt aujourd'hui. D'ailleurs, sur cette formation-là, que je pense qui a été appréciée par ceux qui étaient présents, on va, Marco, ce même formateur-là, a une entente déjà avec le regroupement Loisirs Sport Québec, là, donc là où nous, on réside, puis qui donne plusieurs formations. Il donne 6 autres formations cette année. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va communiquer rapidement avec nos clubs des dates pour que vous puissiez vous inscrire. C'est une formation en ligne, ce qui facilite un peu la chose. C'est la même chose, format de 4 heures, je pense. Fait que c'est un bon condensé, de 4 heures, mais ça vous permet de vous donner des bases de comment structurer la gouvernance de vos clubs, des réflexes, des réflexions, puis des fois, comment faire cette distance-là, un peu comme on parlait ce matin, comment faire cette distinction-là, puis cette distance-là entre la gouvernance et l'opération. Fait que ça me permet de faire un lien avec ce qu'on va parler en ce moment. On va parler, c'est quoi être un club à la FNQ, au niveau administratif, puis aussi les obligations que vous avez. Quand vous vous inscrivez en début d'année, on demande une série de documents ou d'exigences pour être un club à la FNQ. Bien, pourquoi qu'on demande ça? C'est ce qu'on va présenter en ce moment. On espère d'éclaircir certaines questions que vous avez. Si vous avez des questions, levez la main. Là, on est vraiment en mode de conversation. On ne fait pas ça de façon prétentieuse. On ne ferait pas ça pour chicaner personne, mais c'est vraiment pour prendre conscience qu'est-ce que ça veut dire être un club sportif. Là, je le dis pour la FNQ, mais si vous allez dans un autre sport, vos enfants ont fait d'autres sports, puis que vous allez sur d'autres types de conseils d'administration dans d'autres disciplines sportives, c'est la même chose parce qu'on utilise la même structure. Donc, l'objectif de la rencontre, c'est de vous présenter un peu les obligations légales que vous avez comme club, mais aussi aider les clubs concernant votre gestion de risque. C'est surtout cette deuxième partie-là qui est importante pour moi parce que cette année, c'est là où on a vu qu'il y avait peut-être des places à amélioration, principalement quand on a fait la conformité des entraîneurs. Bien, ça fait partie de la gestion de risque. Puis ça a été un choc, je pense, mais c'était nécessaire, puis on va comprendre pourquoi c'était nécessaire. Donc, avant même de parler de sport, la prochaine. Donc, avant même de parler de sport, vous êtes des entreprises indépendantes. Un club, c'est une OBNL, donc vous êtes un organisme indépendant. Et comme organisme indépendant, vous avez des obligations, vous avez un rôle avant même d'appliquer ou de demander d'être affilié à la fédération. Donc, parmi ces rôles-là, on parle de votre déclaration, vos mises à jour annuelles au registraire des entreprises. On parle de vous assurer de faire les retenues à la source puis toutes les cotisations d'employeurs. C'est une particularité que vous avez en natation, c'est que vous avez des employés. Beaucoup de sports, ce n'est que bénévole. Fait que souvent, ce niveau-là n'est pas nécessaire.
quand on embarque en natation, ben, il y a un niveau de responsabilité supplémentaire parce que vous avez des coachs payés sa piscine. De faire vos déclarations de revenus quand vous avez besoin de les faire. TPS, TVQ, ça peut être assez nébuleux souvent. C'est une partie sur laquelle on ferme les yeux. Mais vous avez responsabilité de savoir si oui ou non vous avez à payer TPS et TVQ et de savoir pourquoi. Surtout si vous décidez de ne pas le faire, pourquoi vous ne le faites pas. Donc, si vous n'avez pas été capable de répondre à la question, il est peut-être temps de se pencher sur la question. Juste, ça ne veut pas dire que vous avez besoin d'en payer, mais vous devez comprendre pourquoi que vous n'en payez pas. Et enfin, vous avez une série de responsabilités comme administrateur. J'ai mis un lien vers le site de Revenu Québec. Ouais. Je vais juste le lire avec vous, puis c'est peut-être une répétition par rapport à la formation plutôt aujourd'hui. Là, c'est écrit en petit. Tu le zoomes. Oui, c'est juste que Ouais. je suis un Okay. peu de côté. C'est bon, on va descendre un petit peu. Donc, Non, c'est eux, ils le voient pas. Il y a juste nous qui le voient, là, Francis. Attends un petit peu. OK. Ah. Ben, je vais les lire, puis c'est correct, il faut juste m'y mettre, puis me grossir. Mais là, ils le voient. OK. Donc, quand on lit sur le site du Revenu du Québec, c'est quoi les responsabilités d'un administrateur? Est-ce qu'il voit? Oui. Je le grossis. OK, excellent. Donc, c'est de faire les retenues à la source, on en a parlé. C'est de produire les déclarations de revenus, on en a parlé, puis de percevoir et de remettre les taxes applicables, on en a parlé. Ce qui m'intéresse particulièrement ici, c'est quoi les pénalités ou les conséquences de ne pas le faire, comme administrateur. C'est ça qui est important. C'est que si l'organisme sur lequel vous êtes administrateur n'a pas rempli les 3 obligations qui sont écrites plus haut sur la page, l'administrateur, en fonction au moment de l'omission, peut être tenu solidairement responsable du paiement avec l'organisme, des droits dont celui-ci est redevable, ainsi que des pénalités et des intérêts qui s'y rapportent. Donc, en termes simples, ça veut dire que quand vous êtes administrateur d'un club ou d'une OBNL, votre hypothèque peut y passer, votre maison peut y passer si vous ne respectez pas vos obligations. En termes simples, c'est ça que ça veut dire. Je ne le dis pas comme ça pour vous mettre une pression ou pour vous stresser, mais c'est juste d'être conscient c'est quoi les conséquences de ne pas agir en termes de saine gouvernance, puis de ne pas faire, en anglais on dit due diligence, là, par rapport à vos responsabilités. On va revenir. Oui, s'il te plaît. Ça sera pas bien long. Je vais faire ça de même. Ça va être- Pardon? Personne qui va vouloir être sur un CA maintenant. Ben, c'est pas ça l'objectif, là. Comme je vous dis, mais c'est juste d'être conscient, tu sais, parce que si ça vous revient en pleine face, mais c'est là où est-ce que toute la question de gestion de risque, après ça, est importante. Puis c'est là que je vais revenir tantôt. Donc, une fois qu'on a rempli nos obligations, nos responsabilités comme entreprise, puis qu'on est viable, ben, c'est là qu'on peut appliquer comme club à la FNQ. Donc, à la FNQ, on a 2 politiques, finalement, qui disent un peu qu'est-ce que vous devez respecter pour être un club. On a la politique d'adhésion et d'affiliation des membres, puis on a le règlement de sécurité. Ce qu'il faut comprendre dans cette démarche-là, puis je vais le dire à un terme un peu, je ne veux pas que ça soit choquant, là, mais c'est un privilège d'être membre de la FNQ, comme c'est un privilège pour n'importe quel club d'être membre d'une autre fédération, parce que à cause des rôles et responsabilités puis de la gestion de risque. Donc, notre but, ce n'est pas d'empêcher que vous deveniez membre, au contraire, mais c'est juste de prendre conscience qu'on ne le fait pas les yeux fermés, parce qu'il peut y avoir des risques. Ensuite, juste avant d'aller plus loin, qu'est-ce qu'un règlement de sécurité? Le règlement de sécurité qu'on doit avoir comme fédération sportive, ce qu'il faut comprendre, c'est que la loi, le sport au Québec est organisé sous la loi sur la sécurité dans les sports. C'est la base de la structure du sport au Québec. On est la seule province qui fonctionne comme ça. Donc, le sport au Québec est réfléchi sous son aspect de la sécurité, avant tout. Et dans ce règlement, dans cette loi-là, toute fédération qui veut être reconnue doit avoir un règlement de sécurité avec une série de chapitres puis d'articles qui énoncent dans quel environnement va se dérouler les activités. Fait que je vais en donner un peu plus de détails tantôt, mais c'est juste pour vous indiquer dans quel contexte que ça s'inscrit. Fait que ça, c'est les 2 documents de base qu'on a, notre politique d'adhésion puis les règlements de sécurité que vous devez connaître. Pas besoin de le connaître par cœur, mais juste savoir que ça existe
puis d'être capable de vous y référer quand vous avez des questions de gouvernance ou de gestion d'employés ou de déroulement d'activités dans vos clubs. Après ça, je pense que c'est toi. Tu peux l'énoncer, je pense. C'est juste les nommer. Ouais. OK. Donc, dans la politique d'adhésion et d'affiliation, on a une série de documents qu'on vous demande de nous envoyer. Nous, ces documents-là, ça nous permet de vérifier que vous êtes bien structuré. Puis, quand on vous accorde l'affiliation comme membre, finalement, ce qu'on dit comme message à la population québécoise, c'est qu'on a confiance en ce club-là. Inscrivez vos enfants, puis vous allez obtenir un service de qualité. Donc, c'est ça que ça permet de faire cette vérification-là. Il y a d'autres fédérations qui en demandent plus. Il y en a qui en demandent rien. Ben, des fois, ça donne des clubs très mal structurés dans lesquels je n'ai pas l'impression que les parents ou les jeunes obtiennent un service de qualité. Le fait qu'on vous demande minimalement ces documents-là, on s'assure qu'il y a, que vous êtes structuré puis vous respectez la loi sur les compagnies. Donc, pas besoin d'énumérer les documents là, pour ceux qui font l'enregistrement de vos clubs à chaque année, vous les voyez. Sinon, vous pouvez les consulter. C'est rien de sorcier. Là. On demande des PV, des états financiers, puis vos mises à jour au registraire d'entreprise, des choses de base. Là. Mais c'est le strict minimum. Puis surprenamment, on a beaucoup de clubs, quand ils nous envoient leur affiliation, ils nous envoient pas les bons documents, nous envoient des documents très, très vieux ou essayent de nous contourner en nous envoyant un peu n'importe quoi. Stéphanie, elle est bonne, elle est stricte, elle lit chacun des documents qu'on reçoit pour s'assurer que c'est les bons. Puis tout ça, on le fait pour vous accompagner en quelque sorte aussi dans votre gestion de risque. Ensuite, le règlement de sécurité en bassin, moi je n'ai parlé un petit peu. Donc, juste pour revenir un petit peu, donc c'est vraiment le cadre réglementaire du déroulement des activités donc on parle d'activités d'entraînement ou d'activités de compétition. Puis ça l'énonce aussi les minimums de qualifications requises pour offrir ces activités-là. C'est-à-dire, c'est quoi le minimum de formation des entraîneurs qu'on demande, minimum de formation des officiels dans certains cas. Donc, c'est là où est-ce que ça devient important aussi de le lire. C'est pas le fun à lire comme document, mais une fois que vous l'avez fait une fois, vous êtes capable de vous y référer puis de trouver l'information nécessaire. Je ne suis pas super enjoué quand je parle, mais je suis désolé. C'est comme un sujet un peu drabe, là, mais c'est bon, j'ai un nez qui bouge puis qui est comme « ouais, excellent, excellent ». Donc, tout ça qu'on arrive, donc on a mis un peu les bases, là, de la base légale, on a parlé un peu des différents documents qu'on vous demande, ou du moins des documents principaux à la FNQ. Tout ça pour amener à la notion de gestion de risque. Là, ça fait quelques fois que j'en parle. Il peut sûrement y avoir plusieurs définitions de la gestion de risque. Moi, la définition que j'utilise puis qui me sert dans le quotidien, c'est quel est le risque que vous prenez par rapport à votre assurabilité en cas d'incident. Donc, il y a 3 assurances. Quand vous devenez membre de la fédération de natation ou de n'importe quelle autre fédération sportive, là, 3 assurances qui viennent pour le club et pour le participant. Donc, votre première assurance, la assurance responsabilité civile, c'est souvent ça que la piscine va vous demander ou votre municipalité de c'est quoi votre certificat d'assurance, puis vous fournissez celui qu'on vous envoie. Deuxième assurance qui est importante pour vous comme administrateur, l'assurance dirigeant et administrateur. Ça vous protège en cas de poursuite. Des fois, ça arrive, hein? Vous recevez une poursuite contre le club et tout ça. Bien, c'est l'assurance administrateur-dirigeant qui s'assure que ce n'est pas vous qui payez la poursuite, mais vous êtes protégé par une assurance. Et l'assurance accident pour les participants, mais ça, c'est une fois que vous l'avez inscrit, par exemple, dans le système en ligne RTR là, de Natation Canada, bien, l'athlète, le bénévole, l'officiel, l'entraîneur est maintenant protégé par cette assurance accident-là. Donc, si vous avez, sans assurance, là, c'est pratiquement impossible de tenir vos activités parce que de toute façon, n'importe quel plateau sportif où vous allez vouloir organiser quelque chose va vous demander vos certificats d'assurance. Donc, en étant membre chez nous, vous obtenez vos certificats d'assurance. Donc, la question à vous poser, c'est est-ce que vos activités sont couvertes? Et ce que j'aime donner comme réponse, c'est que ce n'est pas parce qu'on vous a donné un certificat d'assurance que l'assurance va vouloir vous protéger en cas d'incident. C'est écrit un peu petit, là, mais
Et c'est là qu'on fait le lien avec les règlements de sécurité puis qu'on fait le lien avec le guide d'adhésion. C'est que si vous ne respectez pas les règles qui sont dans ces 2 documents-là dans vos activités, il est possible que l'assurance, s'il y a une réclamation, décide de ne pas vous protéger ou de ne pas rembourser le participant. Puis à ce moment-là, c'est là que, ce que vous êtes, quand je parlais de vos maisons tantôt, là, c'est là que vous rentrez à risque. Donc, est-ce que l'âge de vos participants respecte les règlements? On parle des participants, des entraîneurs. Hein? Il y en a combien qui ont des 13-14 ans sur les piscines actuellement? Des moniteurs. Donc, la qualification des entraîneurs, la vérification des antécédents judiciaires. Donc, en ce moment, c'est une obligation à la fédération. On vérifie les antécédents judiciaires de tous les entraîneurs de 18 ans et plus. Mais on a encore des questions, bien, pourquoi il faut le faire? Puis ça, c'est des présidents et présidentes de clubs qui me le demandent. Ça veut dire que vous n'avez pas fait la vérification de l'antécédent judiciaire de l'entraîneur avant de l'embaucher. Mais ce serait une bonne pratique de le faire. Puis ce serait une bonne pratique aussi de faire la vérification des antécédents judiciaires de vos administrateurs aussi. Comme nous, on est obligé de le faire à la FNQ pour nos propres administrateurs, qui sont très, très peu en contact avec les athlètes. Vous êtes beaucoup plus proche des athlètes. Bonne pratique de le faire. C'est juste des éléments qui, en cas de problème, mais vous êtes capable de démontrer que vous avez fait vos démarches, ce que je dis, le due diligence, là. Oui, Annie? Peut-être. Est-ce que ce serait une bonne pratique de le faire maintenant? Certainement. Avec MyBackCheck, c'est 25 $ faire la vérification. Il y a des organisations, des sports qui mettent cette charge-là sur le bénévole. Il y a d'autres qui prennent en charge. Fait que, là, les officiels, c'est pas demandé, mais il n'y a rien. Dans 5 ans, est-ce que ça va être la même situation? On s'en va pas vers moins. On s'en va juste vers plus. En tout cas, surtout en termes de vérification d'antécédents judiciaires. Puis, mettons qu'il arrivait de quoi avec un officiel dans un vestiaire pendant une compé, c'est sûr que la question va venir « Pourquoi que vous ne l'avez pas fait? » Puis, ça va être impossible de trouver une réponse cohérente à part de dire « Je n'étais pas obligé » ou « J'y ai pas pensé ». C'est pas dans l'air du temps. J'ai l'impression qu'on va arriver vers ça, je ne sais pas quand. Parce qu'on se concentre beaucoup sur les entraîneurs en ce moment, mais c'est sûr que... Bien, je pense qu'on veut... Bien, c'est sûr que si, mettons qu'on s'en va par là, je pense qu'on commencerait, on ferait la pyramide inverse. C'est-à-dire, on va commencer par les niveaux 5, 4, ceux qui sont très présents régulièrement, puis ça va descendre éventuellement jusqu'en bas. Ça va être très difficile pour les chronométreurs parce que quand vous allez chercher dans l'estrade, c'est impossible, c'est les parents. Mais est-ce que ça peut rentrer dans les différents waivers qu'on fait signer ou les documents en début de saison? Surtout quand c'est les parents, bien, on ne fait pas la vérification. Je ne le sais pas, là, je ne suis pas avocat, je ne suis pas expert non plus. Là. Je vous présente ça, mais c'est ma connaissance personnelle. Je n'ai pas de bac en assurance. Là. Mais on s'en va par là, c'est sûr. Oui. Pour les 13-14 ans, on sait qu'ils n'ont pas le droit, mais si mettons, il y a un groupe qui a un jeune de plus par rapport à la quantité de jeunes selon le niveau d'âge, est-ce que ça peut être un 13-14 ans qui fait le deuxième? Non, c'est vraiment un 15 ans. Tu peux même pas être assistant coach, tu peux pas être... Selon... Il n'y a pas de... Là, c'était juste une question. Ouais. Parce que, tu sais, on a un gros enjeu de recrutement aussi des coachs, puis des coachs du Mhm. club québécois. Je suis d'accord. Écoute, j'ai eu beaucoup de discussions avec les clubs là, sur les 13-14 ans depuis la dernière année. Ça s'intensifie évidemment avec la pénurie. On le sait qu'il y a des clubs qui font n'importe quoi, là, puis qui donnent des responsabilités importantes à des 13-14 ans. On parle pas de responsabilité importante. Oui, je le sais. Un moniteur Ouais. entraîneur qui est déjà avec son... Mon problème, c'est si je fais du one size fit all. Là, ça veut dire que je traite tout le monde de la même façon. Je peux te faire confiance. Je peux pas faire confiance à tout le monde.
Fait que c'est là où est-ce que j'ai pas fini ma réflexion sur ce sujet-là, qu'est-ce qu'on faisait avec les camps de jour puis vos écoles de natation dans le cadre de la FNQ. Mais actuellement, nous, comme organisation, on prend beaucoup de risques parce qu'on le sait qu'il y a des 13-14 ans qui donnent des cours en ce moment. Puis ça me fait pas plaisir. Mais après ça, je comprends qu'il y a pénurie de main-d'œuvre. Puis si je fais juste vous dire, ben offrez pas le service si vous n'êtes pas capable de l'offrir dans les cadres réglementaires, tu ne m'aimeras pas plus, tu sais. Mais c'est ça. Fait que maintenant, est-ce que notre solution va être de dire, ben on se retire, mettons, des écoles de natation puis des camps de jour pour vous dire, ben allez chercher votre propre assurance? Je le sais, mais là, ma réflexion est rendue à cette question-là. Je n'ai pas de réponse, là, mais je suis obligé de réfléchir à ça parce que je le sais pertinemment que sur les piscines en ce moment, il y a des 13-14 ans qui ont des trop grosses responsabilités. Ils ne sont pas formés, ils ne sont pas nécessairement à Croix-Rouge, ils n'ont pas eu de formation, comme on a vu tantôt, ils n'ont pas leur sport communautaire, ils n'ont rien. Puis ça nous rend responsables. Puis ça nous rend responsables. C'est pas la place pour approfondir le sujet, puis je vois des mains levées par rapport à ça. Je peux peut-être me rendre jusqu'à la fin, puis si on a du temps, on va rembarquer sur ce sujet-là. Mais je vais vous approcher sur ce sujet-là dans l'année, c'est sûr. C'est sûr. Pierre? Au niveau de l'assureur, est-ce que ça a été évalué, le fait de l'assureur d'inclure ces gens-là avec un minimum de J'ai parlé à BFL, oui. il y a des 14 ans qui travaillent au McDo dans la machine à l'huile. Ouais. La seule chose qu'ils n'ont pas le droit, c'est s'ils veulent travailler après 7 heures, il faut que les parents signent. C'est un peu paradoxal. Tu veux un jeune, tu vas dire tu ne veux pas m'embaucher, puis après je vais aller au McDo. Puis là, au McDo, tu viens de le perdre parce que quand tu vas avoir 15 ans, 16 ans, il va être au McDo. J'ai parlé à BFL, là, l'assureur, ou du moins le courtier en assurance cette semaine, pour parler de cette question-là. Puis, si le jeune... on ne peut pas le former. Ça prend 15 ans pour avoir le sport communautaire. Ça prend 15 ans pour être moniteur Société de sauvetage ou moniteur Croix-Rouge. Il n'y a pas de formation qui s'offre. Croix-médaille, mais tu n'es pas entraîneur ou moniteur après. Tu es au début de ton processus de formation de sauveteur. Fait que, il n'y a pas de... Il n'y a rien qui peut... À part de le former in-house, c'est-à-dire de le former, que vous le formiez vous-même, ça n'existe pas, cette formation-là, vraiment à l'extérieur. Fait que, ultimement, pour répondre à tes questions, ça va être, mettons que nous, on ne vous offre plus cette assurance-là, bien, ça va être d'appeler BFL puis de leur convaincre que vous avez un bon programme pour les 13-14 ans et qu'ils sont capables d'être sur la piscine avec les jeunes. Est-ce qu'ils vont vous le donner, votre certificat d'assurance après, puis à combien? Je ne sais pas. Oui. Est-ce que, pas la Croix-Rouge, parce que la Croix-Rouge, mais la Société de sauvetage, est-ce qu'ils pourraient eux aussi regarder, puis ils sont rendus qu'ils envoient des moniteurs plage, la Société de sauvetage eux-mêmes contreviennent avec leurs règles, avec la régie du bâtiment, parce que c'est réglé par la régie du bâtiment. Ils envoient des gens qui ne sont pas sauveteurs plage pour être sur la plage, mais il faut qu'ils aient prouvé qu'ils ont fait une recherche. Mais eux, ils ne sont pas prêts à peut-être donner la formation aux jeunes de 14 ans. Si, parce que c'est un sujet que j'ai parlé avec Rénald dans la dernière année, la société de sauvetage ne descendra jamais à 14 ans. C'est sûr. Pour plusieurs raisons. C'est trop jeune pour le niveau de responsabilité. Puis, pour appuyer ce dire-là, c'est que dans les derniers rapports des coronaires dans la dernière année, sur les noyades qu'il y a eu, les sauveteurs sont de plus en plus jeunes. Puis les coronaires le disent, ils sont trop jeunes à 16, 15 ans pour ça. Non, mais... Oui, non, je sais, mais c'est parce que, comme le dit Rénal tantôt, sa fille de 14 ans, elle a dû faire une intervention quand elle avait 14 ans parce qu'elle s'était fait donner un groupe. Puis elle a eu un non-danger dans son groupe. Il y a des situations qui peuvent survenir. C'est extrêmement rare. Mais le niveau de risque augmente énormément plus on va avec des plus jeunes. Fait que j'ai pas de réponse précise à ta question, finalement, mais il faut, comme, pour avoir une réponse, il faudrait monter un dossier, approcher BFL, puis faire le tour de la question. Puis d'un côté, c'est une business qui est importante pour vous, les écoles de natation, puis les camps de jour, mais c'est pas la business tant de la Fédé.
mettons, qui se concentrent un peu plus sur le sport de compétition. Fait que, où est-ce qu'on va finir par tracer la ligne à travers tout ça pour faire en sorte que notre prise de risque est moindre, puis que vous puissiez continuer à être assuré pour ces activités-là? Là, je pose une question, je n'ai pas de réponse. Oui, tout à fait. Mhm. Je suis d'accord. Puis, tu sais, c'est une conversation que j'avais avec des coachs hier. Puis, bon, c'est sûr que c'est des programmes qui peuvent être très gros dans certains clubs, d'autres un peu moins. Puis, comme c'est des programmes qui sont souvent très rentables, ben, tu sais, c'était comme, ben, si tu as à payer 10 000 $ de plus pour offrir ton même service, alors que tu fais un 300 000 de revenus, mettons, sur ces écoles-là, ben, ton 10 000, tu peux le prendre. Bon, maintenant, c'est pas tout le monde qui fait 300 000 avec ces écoles de notation, je le sais bien. mais c'est là où est-ce que je sais que comme j'ai 83 clubs, j'ai 83 cas de figure différents, puis j'ai pas encore une connaissance fine de de chacune de vos situations, mais je le sais qu'il y en a qui prennent des très, très gros risques à cause de cette pénurie de main-d'œuvre-là, qui nous envoient des listes là, incomplètes. On reçoit encore des listes avec des dates de naissance. Les jeunes ont 14 ans, puis le coach nous répond « Ah, j'ai oublié d'enlever de la liste. » OK, mais ça veut dire qu'il est sur la piscine, là. Tu sais, je te le dis, je te fais faire des gros yeux, mais on en reçoit n'importe quoi. Puis ça m'inquiète. Ça m'inquiète, bien, ça inquiète surtout mon board, parce que c'est eux, c'est leur maison. Mais c'est inquiétant. Excuse-moi, Joël, de mettre en danger ta maison. Oui. Au-delà du fait des assurances et tout ça, je vois la qualification des entraîneurs, des moniteurs. C'était le sport communautaire qui fallait. Nous, cette année, on a dû engager beaucoup d'entraîneurs, des moniteurs, justement, d'une quinzaine d'années, justement, pour répondre à la demande que vous aviez. On a été incapable d'avoir les formateurs, puis tout ça pour le faire. Ouais. On donne, je pense, un 90 jours avant. On donne, je m'excuse, pas dans le micro. On donne un 90 jours, puis quand c'est nous qui n'est pas en mesure de fournir, de répondre à la demande de formation, on extensionne. Là. On ne pénalisera pas les clubs quand c'est nous qui ne peut pas fournir. Ça, c'est certain. Ouais, c'est pour ça qu'on a mis à jour notre règlement de sécurité pour donner une plus grande place à des dérogations, surtout quand c'est notre faute. Ouais, ben là, on peut trouver des solutions. Joy, elle revient à temps plein dans une semaine et quelques, mais c'est ça. Puis on veut augmenter notre nombre de formateurs parce qu'on le sait qu'à cause qu'on check plus, mais il y a plus de demandes. Fait que, ben, ça nous en parle beaucoup. Ça nous dit aussi qu'avant, ça veut dire que les gens prenaient des risques. Là, c'est qu'on check, les gens font attention. Fait que c'est... Ouais. D'autres questions sur ça? Oui? Ouais. Bien, c'est là où est-ce que dans une politique de vérification d'antécédents judiciaires, on va dire qu'est-ce qu'on regarde. Donc, tu vas avoir différents éléments qui sont, c'est sûr, tout ce qui est de nature sexuelle ou criminelle, ça passe pas. Quand c'est un élément comme ça, souvent, ce qu'on va dire, c'est regarder c'est quoi l'implication de la personne. C'est-à-dire que si la personne, elle est pour faire des lifts ou de faire du transport, ben tu ne la mettras pas sur le transport, mettons. Fait que, tu sais, nous, mettons qu'un entraîneur, il flag avec justement une balloune, ben on va le rencontrer pour comprendre dans quelle situation que ça s'est fait. Mais c'est que on va peut-être recommander au club que ce coach-là, ben, il ne peut pas prendre des athlètes dans sa voiture. T'sais. Pour combien de temps? Tout est dans la subjectivité puis dans le niveau de risque. Mais si ça fait 10 ans puis qu'il n'y a pas eu de récidive, bon, on peut dire comment on peut arriver. Mais j'en ai vu des sports que dès que ça faisait 25 ans que la personne avait pété une ballonne puis il y avait encore interdiction de faire du transport d'athlètes. Comme il faut connaître, c'est difficile de tracer une ligne claire, mais ça n'empêche pas la personne d'être officielle ou d'être entraîneur ou de s'impliquer. C'est juste qu'il faut être capable de dire OK, à cause de ça, il y a telle tâche, mettons, que tu ne peux pas faire. Pour un entraîneur, c'est chiant, surtout quand c'est une ballonne, tu dis tu ne peux plus transporter d'athlètes, puis souvent, c'est ce qui permet de faire des économies de coûts que l'entraîneur fait du transport. Mais des fois, il faut passer par là. C'est bon? Je te complique la vie. OK. C'est bon.
C'est tout. Donc, la question à toujours vous poser, suivez-vous les règlements? C'est quoi- Facteur déterminant dans la notion de responsabilité. C'est ça. Quand je parlais avec l'assureur, tout est dans la question de est-ce que c'est fait volontairement ou involontairement. Puis quand c'est fait involontairement, ou que là, que c'est plus de la négligence, bien, souvent, vous allez être assuré quand même, une tape ses doigts, puis l'année d'après, bien, ça va peut-être doubler les coûts d'assurance ou ça va être plus difficile de trouver un assureur. Mais quand c'est fait volontairement, c'est là où est-ce que là, c'est que vous n'êtes plus assurable. Fait que quand vous prenez des décisions qui sortent du cadre et que c'est volontaire, c'est là que la notion de gestion de risque est beaucoup plus importante. Fait que c'est un sujet plate, un peu, mais je pense que ça peut alimenter vos réflexions au sein de vos organisations. Puis, avec les couvertures médiatiques que les problèmes sportifs ont, ça nous tente peut-être pas d'être à notre tour dans cette tourmente-là. Je suis ouvert à discuter de ces questions-là avec vous n'importe quand. Vous m'écrivez, vous m'appelez, on va avoir une conversation. Puis, le but, comme je dis, c'est pas d'être hautain sur ce sujet-là ou de parler de haut, mais c'est de juste d'être conscient des risques entourant les décisions qui doivent être prises. Fait que merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? Je ne suis plus votre ami, c'est correct. C'est l'éthique. Comment? C'est l'éthique. C'est l'éthique. Excellent. Bien, justement, ça fait un lien. On va parler d'éthique. On a eu des problèmes d'éthique dans la dernière année à différents niveaux. Fait qu'on pensait que c'était important de parler de ça, mais aussi d'éthique. Et j'invite les personnes. C'est moi. Ah, ben voilà. Merci beaucoup. Merci. Au plaisir. Je sais que dans la salle des administrateurs, si vous êtes également officiel, je vous invite à rester avec nous. Si vous n'êtes pas officiel, je ne vous mets pas dehors. Vous pouvez rester avec nous, mais ça va peut-être un peu moins vous concerner. Fait que si vous voulez là, vous préparer à souper ou aller au gala, tout ça, je vous laisse un petit 2 minutes pour quitter s'il y en a qui veulent partir. OK. Donc, comme Francis l'a dit, on a eu des petits accrochages cette saison avec certaines situations qui se sont passées sur le bord du bassin. Rien de majeur, rien qui ferait les médias, là, comme il disait. Mais on a senti qu'on avait le devoir de peut-être un peu, ensemble, comme équipe d'officiels, comme communauté d'officiels, de se rappeler un petit peu du code de conduite, du code d'éthique, de se rappeler un peu de ce qui se fait, puis ce qui se fait peut-être moins sur le bord de la piscine. Puis pour faire ça, on avait pensé faire venir le comité des officiels pour vous parler, mais on s'est rendu compte que finalement, c'était comme tout ensemble qu'il fallait se remettre dans le bain, tout ensemble qu'il fallait travailler là-dessus puis brainstormer là-dessus. Fait que je vous propose une petite activité. Je vais vous placer en équipe de comme 3, mais déplacez-vous pas, là, ça va être 3 personnes, une à côté de l'autre. Là, je ne vous demanderai pas de vous déplacer. Puis je vais vous passer des feuilles. Sur les feuilles, il y a des questions, des mises en situation qui vont vous emmener à des réflexions. Vous écrivez là-dessus. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Qu'est-ce que vous voyez dans la situation? Est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est pas correct? Comment on devrait faire? Comment on devrait gérer ces situations-là? Puis on va revenir en grand groupe puis en discuter ensemble puis que ça devienne un peu un échange. Ça vous va? Vous avez encore le droit de quitter si vous le souhaitez, maintenant que je vous ai dit ce qu'on va faire.